Bonjour et bienvenue dans le 53e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici, mais pas que. En ce moment, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule Provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture, dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de la frange des années 80, de jaillissement, de cadre, d'organismes de formation, de chapitrage, de précarité, de ma formation de biographe, des forces et des faiblesses de 2 séries, de personnages, de structures, de scénarios et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en octobre 2023. Bonne écoute à vous. Le vendredi 13 octobre 2023. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre ce matin, j'étais pas tellement motivée, c'est pas que j'avais pas envie, j'avais envie d'écrire, mais j'ai pas mal procrastiné. J'y suis vraiment allée à reculons, je sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais un peu effrayée par mon texte, alors que bon, je ne vois pas la raison, vu que j'y travaille quasiment tous les jours dessus. Je pense que je me sens un peu fatiguée. J'ai un peu le contre-coup là de la semaine très intense que je viens de passer. Et je suis partie un peu dans un délire autour de la frange des années 90. Et puis ça a amené mon texte dans une direction complètement inattendue, où les personnages se sont révélés encore sous différentes facettes. J'aime beaucoup travailler de cette façon, où il y a des choses qui jaillissent. J'adore ces moments-là dans l'écriture. C'est vraiment ce que je préfère. Et là, j'ai l'impression de m'être complètement lâchée ce matin, ce qui fait que mon texte n'en est que plus profond. Alors, pour l'instant, c'est une réécriture, mais il y a vraiment des choses qui n'étaient absolument pas là dans le premier jet et qui sont vraiment nées ce matin. Et maintenant, il va falloir le restructurer derrière. Mais voilà, il y a vraiment plein de pistes du coup à explorer et j'ai quelque chose qui est posé sur le papier. Après, la question que je me pose, c'est par rapport à l'homogénéité de mon texte. J'ai peur comme ça que les passages qui ont jailli de cette façon ne rentrent pas dans l'unité du texte. Mais bon, je verrai ça dans un second temps. J'essaie de pas trop faire attention. Il faut vraiment pas que je me regarde écrire. Il faut que je laisse parler mon inconscient, que je me lâche. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire pendant ces séances d'écriture. Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Et là, ce matin, c'était plutôt un jour avec. Je suis très contente. Je réalise, avec la formation de biographe, que je suis quelqu'un qui a besoin de cadre. Et donc, dans cette formation, le cadre est posé. Et c'est quelque chose qui a manqué dans l'atelier d'écriture avec l'école. Le cadre n'était pas clair. On avait des horaires qui n'étaient pas respectés. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Rien n'était préparé. Quand j'aurais eu besoin de me préparer pour certains échanges, j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, rien n'avait été annoncé à l'avance. En fait, j'avais pas du tout compris le fonctionnement de l'atelier. J'avais pas compris le fonctionnement de l'éditrice. Je n'avais pas compris comment les choses allaient se dérouler. Rien n'a été exposé en ce sens-là au départ. Alors c'est vrai que à l'avenir, c'est quelque chose que je demanderais, d'avoir un peu une grille de lecture pour comprendre comment va se dérouler cette formation, cet atelier. J'ai pas forcément besoin d'avoir tout dans les détails, mais juste avoir un peu des indications en termes d'horaire. Qu'est-ce qu'on fait lors des séances collectives? Qu'est-ce qu'on fait lors des appels téléphoniques? Alors là, l'organisme où je suis, ma formation de biographe, c'est un organisme, je crois qu'ils ont presque 20 ans d'expérience, ce qui fait qu'ils savent ce qu'ils font. Ils ont eu le temps de bien roder leur méthode, ce qui n'est pas le cas de l'école avec laquelle je faisais mon atelier d'écriture, qui est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus récente, donc ils sont encore peut-être en train de roder leur méthodologie, de tester ce qui marche pas. Ça peut jouer, hein. C'est aussi pour ça que les prix varient d'un organisme à l'autre. Clairement, là, ma formation de biographe, je la paye très cher. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Parce qu'il y a un cadre hyper clair. Je sais exactement où je vais, je sais exactement ce qu'on attend de moi. Je sais
là où je vais pouvoir tirer le maximum de cette formation en suivant une ligne directrice qu'on m'a posée. Et je sais que plus je vais suivre les propositions qui sont faites, plus je vais tirer des bénéfices de cette formation. Alors que dans mon atelier d'écriture, comme l'éditrice, je sentais qu'elle voulait être hyper juste, hyper égale avec chacun d'entre nous, elle ne s'est pas du tout adaptée au temps qu'on avait à disposition pour profiter de cet atelier, pour avancer sur nos textes. Elle n'a pas dosé sa charge de travail en fonction des possibilités de chacun de ses élèves. Et ça me pose un problème. Parce que on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous égaux, ni en temps, ni en organisation, ni là où on en est dans notre vie. Et je vois pas pourquoi je devrais payer pour d'autres personnes qui sont beaucoup moins disponibles que moi. Si je m'engage dans une formation, c'est pour en tirer le maximum de bénéfices. D'autant plus que j'ai pas des moyens illimités, donc l'argent que je dépense, j'ai envie d'en tirer profit. Le mercredi 18 octobre 2023. Je travaille toujours sur l'essai comique, de toute façon ça fait quelque temps que je ne travaille plus que sur ce texte. Alors aujourd'hui mes séances sont plus courtes parce que comme j'ai beaucoup plus de choses à faire qu'avant, je suis obligée de réduire la taille de mes séances, ce qui fait que je commence aux alentours de 6h, je termine aux alentours de 10h. Bon là il est 10h10, je suis en train d'enregistrer tous mes documents, de les sauvegarder. Et je vais terminer. Donc c'est un petit peu plus tard que prévu, mais je pense qu'à présent, ça va être un peu les horaires que je vais me fixer parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de faire tout le reste, notamment tout mon travail autour de la biographie. Pour le moment, on n'a pas repris non plus nos séances avec ma binôme d'écriture. Donc pour le moment, je travaille seule dans mon coin et j'ai pas le temps de consacrer à des séances un peu plus collectives, ce qui pourtant me ferait le plus grand bien. Mais il y a des choses plus urgentes à régler, donc je fais par ordre d'importance, enfin d'urgence plutôt. Aujourd'hui aussi, lorsque je me confronte à un chapitre qui me donne du fil à retordre, que j'arrive pas à trouver la bonne forme, j'essaye de plus me désespérer. Déjà, je mets en place tous les jalons de ce chapitre, tout ce que j'ai envie de dire dans ce chapitre, j'essaye de l'organiser plus ou moins bien. Et là, typiquement, je suis sur ce genre de chapitre, je trouve qu'il manque d'incarnation. En même temps, comme ça se passe sur une longue période et qu'il y a différentes étapes qui se déroulent, je vois pas trop comment je peux plus l'incarner. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la bonne forme, en tous les cas, pour écrire ce chapitre. Et surtout, j'en suis au chapitre 16 et je me suis un peu perdue dans mes fils narratifs depuis le démarrage. Je sais plus trop où j'en suis, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Il y a des choses qui ont évolué, des choses que j'ai retirées. Donc c'est un peu brouillon tout ça et il me semble qu'il va falloir que je relise tout depuis le début, juste pour voir où j'en suis. Même si aujourd'hui j'ai un chapitrage beaucoup plus détaillé qu'avant qui m'aide pas mal à me repérer dans mes fils narratifs, il n'empêche que j'ai besoin peut-être de tout relire depuis le début. En tous les cas, c'est ce que j'ai noté pour ma séance de demain. C'est pas ce par quoi je vais commencer. Je vais d'abord commencer en relisant les notes de mon chapitrage. Pour l'instant, je ne travaille qu'avec le chapitrage détaillé. Je pourrais peut-être travailler avec un chapitrage plus synthétique une fois que tout sera bien posé. Donc non seulement je détaille un petit peu tout, qu'est-ce qui se passe dans la scène, mes différents fils narratifs, comment évolue chacun de mes personnages, pour avoir vraiment des repères un peu plus clairs. Et ensuite, je note aussi les corrections à apporter à chaque chapitre, les réflexions que je voudrais ajouter, les scènes aussi à ajouter, etc. Donc je vais d'abord commencer par faire les petites corrections que j'ai vues. Et ensuite, si je suis un peu bloquée parce que c'est toujours un peu brouillon par rapport à mes différents fils narratifs, je vais peut-être devoir reprendre tout le texte depuis le début, juste le relire, peut-être un peu, mais très légèrement le corriger, pour juste me remettre bien en tête le début de mon roman. J'en suis au chapitre 16 sur 29. Ça varie tout le temps, le nombre de mes chapitres, parce que j'arrête pas d'en retirer, d'en rajouter. Donc on va dire que j'en suis à la moitié du travail et il me reste environ 15 jours pour terminer cette étape, puisque je m'étais fixé environ fin octobre pour terminer de poser tous les jalons de mon texte, d'avoir mon texte écrit dans son intégralité. Je continue par ailleurs, même si c'est beaucoup moins souvent et de façon beaucoup plus sporadique, à retranscrire mon journal. Ça m'amène beaucoup de réflexions, des petites choses en plus que j'ai envie d'ajouter parce qu'elles viennent nourrir ce que j'ai déjà écrit dans mon roman. Mais
Ça vient en plus de mon travail d'écriture. Ce n'est plus la partie essentielle comme j'ai pu le faire au mois d'août et qui m'a fait perdre, à mon avis, pas mal de temps. Je pense que j'avais besoin de passer par ce passage de procrastination pour en revenir à mon texte. C'est des étapes qui font partie de la création littéraire. Le mercredi 25 octobre 2023. Dernièrement, j'écoutais le dernier Bookmakers d'Arte Radio, un entretien avec Constance Debré. Et elle disait que la littérature était un art bourgeois, que tant qu'on ne donnerait pas les moyens aux écrivains de vivre de leur plume, il y aurait que ceux qui peuvent se le permettre qui écriraient. Et c'est un petit peu vrai, quand même. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai interprété les choses. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle a voulu dire, mais il me semble que oui. Et c'est exactement ce que je vis au quotidien. C'est-à-dire que j'ai du mal à écrire sereinement, étant donné que il faut que je pense aussi à la manière de gagner ma vie, comme tout le monde. Je fais pas exception à la règle, sauf que je le vis pas très bien. Là, en ce moment, je suis obligée de réduire la longueur de mes séances parce que je suis préoccupée par d'autres choses, notamment par ma formation de biographe qui me plaît toujours autant. Si ça peut me permettre de gagner ma vie de cette façon, franchement, je serais ravie. Mais il n'empêche que c'est sûr que si j'avais les moyens, je préférerais me consacrer entièrement à l'écriture de mes romans. Comme ce n'est pas le cas, en ce moment, je ne travaille plus que 2 ou 3 heures par jour sur l'écriture de mes romans, ce qui fait que ça avance moins vite, ce qui fait que la deadline que je me suis fixée pour fin octobre, pour avoir à peu près une version complète du manuscrit, je suis pas sûre de pouvoir la tenir. Là, par exemple, ce matin, je ne vais écrire que jusque 9 heures. Ensuite, je vais avoir mon premier entretien pour la biographie, l'entretien préalable, celui qui permet d'établir un contrat avec la personne dont je vais réaliser la biographie. Donc il faut que je m'y prépare un peu, même si je l'ai déjà fait. Et dans l'après-midi, je vais surtout m'occuper à établir ce contrat. Et puis par ailleurs, il faut que je gère tout le reste, notamment des choses un petit peu urgentes pour baisser nos dépenses, parce que l'écriture me met dans une situation précaire qui n'est pas franchement sereine. Ça, faut quand même le savoir, parce que même si j'ai toujours essayé de vivre de ma passion, alors au début ça a été le cinéma, puis depuis quelques années l'écriture, c'est des choix qui sont quand même difficiles à tenir au quotidien, parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés à la société dans laquelle on vit. Dernièrement, j'écoutais un autre podcast que je viens de découvrir, que je vous conseille. C'est un podcast qui existe depuis quelques années, ça fait même longtemps qu'ils n'ont plus fait de nouvel épisode. Ça s'appelle « Il n'y a plus de papier ». Ce sont des scénaristes qui discutent d'écriture avec des invités divers à chaque entretien. C'est des podcasts qui durent 1 heure à chaque fois. Je trouve ça passionnant. Même pour quelqu'un qui veut juste se consacrer à l'écriture de romans, c'est sûr que c'est plus adapté pour le cinéma, mais ça marche aussi pour l'écriture de romans. Il y a plein de choses à piocher, et ça permet d'agrémenter sa réflexion. Comme je suis aussi attirée par le côté cinéma de l'écriture, j'aime assez ce podcast. Et il disait dans ce podcast que quand on se lance dans une voie artistique, on met à peu près 10 ans pour pouvoir en vivre. Sauf que le problème, c'est que moi, je me suis un peu lancée à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai fait des études de cinéma parce que mon but, c'était de devenir scénariste et réalisatrice. J'ai passé plusieurs fois le concours du Centre européen de l'écriture audiovisuelle, 2 fois précisément, que je n'ai pas eu. Et au bout de 4 ans d'études, je me suis dit qu'il était temps que je commence à travailler. Et tout naturellement, j'ai un peu abandonné mon rêve de scénario et de réalisation. Alors c'est pas que je l'ai abandonné, c'est que je me suis dit qu'en mettant un pied dans le cinéma, en travaillant dedans, j'allais me faire mes premiers contacts et que ça allait me permettre de m'orienter vers le scénario et la réalisation. Mais en commençant à travailler, je n'avais absolument plus le temps pour écrire. Et lors de mes périodes d'inactivité, j'avais pas de discipline pour me mettre à écrire, j'étais sèche au niveau de l'inspiration. Lorsque je travaillais, j'étais dans une dynamique hyper créative, mais j'avais absolument pas le temps d'enchaîner 2 lignes dans un carnet. J'avais des journées de 10-12 heures, plus les transports, enfin voilà, c'était inenvisageable de travailler sur aucun projet. Et quand je ne travaillais plus, j'étais tellement stressée de ne pas retrouver du boulot, et dans ma vie, il se passait tellement rien, c'était tellement le creux de la vague, que finalement, j'avais plus l'envie d'écrire. Et c'était des montagnes russes comme ça en permanence, que j'ai pas du tout réussi à gérer à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, je m'en sortirais mieux.
Donc finalement, mon rêve de scénariste, réalisatrice s'est un peu étiolé. Même mon rêve d'écrire un roman, j'avais commencé mon roman de fantasy à cette époque-là, il s'est aussi un peu évaporé parce que je me disais, là j'ai tout ce temps libre et je ne fais rien. C'est que je suis pas faite pour ça. Finalement, après, je me suis réorientée pour devenir journaliste reporter d'images. Je me suis dit, là j'ai trouvé ma vocation. J'ai perdu de vue mon rêve. Et ça ne fait que 6 ans finalement que j'y suis revenue. Alors, est-ce qu'il me faut encore galérer 4 ans pour arriver à aboutir quelque chose ? En tous les cas, là, aujourd'hui, je m'engage vraiment dans cette voie de l'écriture. Je mets tout en place pour pouvoir vivre de l'écriture. Là, aujourd'hui, je compte sur la biographie pour me faire vivre. Demain, j'aimerais ajouter une autre corde à mon arc avec le scénario. Et puis, bien sûr, ne pas abandonner mes projets plus personnels, qui sont mes romans, mais comme chacun sait, c'est très compliqué de vivre de ces romans. Donc il faut trouver d'autres choses à côté. Mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis pas très sereine du point de vue financier, et c'est pas la situation idéale pour écrire non plus. Quand on choisit de tout tenter pour vivre de l'écriture, ou de n'importe quelle autre activité artistique, faut savoir que c'est pas si simple au quotidien. Ça demande beaucoup de sacrifices, pour ce qui est en tous les cas des premières années, et ça peut durer longtemps. Il faut quand même en avoir conscience, quoi. Le vendredi 27 octobre 2023, j'avais prévu de me remettre à l'écriture de mon roman L'Essai comique cet après-midi. Et puis en fait, j'ai travaillé sur des exercices autour de la biographie. J'ai mis en forme la biographie que je devais faire d'une des personnes du groupe dont j'ai écouté et retranscrit le récit lors d'exercices de mise en pratique lors de la formation. Et le fait de me mettre à l'écriture d'un texte qui est moi une création personnelle fait que je n'ai pas tellement envie en plus derrière de me remettre à mon roman. Et puis dès que je le quitte et que je suis pas absolument libre, j'ai du mal à m'y replonger. Je suis préoccupée par plein d'autres choses, je repousse le moment de m'y mettre. Je me trouve plein d'autres choses à faire, bien plus pressantes que l'écriture de mon roman. Donc je pense que je vais juste sauvegarder ce que j'ai fait ce matin. J'ai bien travaillé, j'ai travaillé sur près de 3 chapitres. J'en suis arrivée à la fin de ma première partie et tous les jalons sont à peu près bien posés dans cette première partie. Maintenant, il va falloir que je travaille sur la seconde partie. Mais je ne pense pas qu'il y aura 2 parties distinctes dans mon livre. Je les appelle comme ça plus pour moi-même qu'autre chose. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je pensais aux 2 séries que j'ai regardées récemment. Une mini-série d'une comédie romantique nullissime et Stranger Things que je suis toujours en train de regarder, j'en suis à la saison 3, que je trouve plutôt bien écrite pour le coup comme série. Et donc hier soir, je me suis amusée à comparer ces 2 séries. Et je me suis rendu compte que ce qui marchait dans l'une, c'est ce qui marchait pas dans l'autre. Et ça faisait toute la différence. Et à voir aussi par rapport à mon roman, ce à quoi j'avais fait attention ou pas, ce qui pouvait manquer par rapport aux analyses que je faisais de ces séries-là. La première chose, ce qui marche bien dans une série, mais je pense que c'est pareil pour un film ou un roman, c'est quand les personnages sont profonds et qu'ils sont multidimensionnels. Dans la comédie romantique, clairement, les personnages, on les prend au départ et ils n'ont pas de passé. On ne sait pas ce qui leur est arrivé avant. La protagoniste principale, sa situation initiale, c'est qu'elle vient de se faire plaquer par un mec qui, je crois, est en couple avec une autre femme, voire il est même marié avec elle. Et puis en plus, ce mec, c'est son patron. Donc en même temps, il l'a virée de son boulot. Donc elle se retrouve sans mec, sans travail, et puis à devoir payer seule le loyer d'un appart qu'il partageait jusqu'à présent. Ce qui me semble un peu bizarre si le mec est marié. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas retenues. Et puis en fait, on n'en reparle plus jamais. Ce mec-là, on le revoit une fois dans le cours de la série parce que on a besoin de lui pour agrémenter un point d'intrigue. Il a une fonction purement et simplement utilitaire. Jamais on la voit regretter cette histoire. On comprend même pas ce qu'elle a foutu avec ce mec qui est présenté vraiment comme un connard fini. Donc on se demande pourquoi elle regrette que ce soit terminé, à part le fait qu'elle ait 35 ans et qu'elle soit toujours célibataire. Donc bienvenue dans les clichés, hein.
tous les clichés de la femme traditionnelle, quoi. À 35 ans, elle doit être mariée, mère de famille, avoir des enfants. Donc voilà, les personnages n'ont pas de passé. Ses parents vivent dans une super baraque, soit en banlieue parisienne, soit même vers Paris. Ils ont l'air quand même d'avoir les moyens. Bon, on sait absolument pas ce qu'ils font, ni l'un ni l'autre. Leur seul intérêt dans la vie, la mère, c'est de s'occuper des amours de sa fille et de favoriser son autre fille qui, elle, vient de faire un merveilleux mariage. Elle n'a aucune autre préoccupation. Ah si, quand même, à un moment, elle a des problèmes de santé. Voilà, donc ça lui fait une petite intrigue secondaire mais qui est vraiment survolée. Le beau-père, lui, son seul objectif, c'est d'adopter sa belle-fille, qui est donc la protagoniste principale. À part ça, il n'a aucune autre vie en dehors de cet objectif. Et puis de s'occuper de sa femme aussi. Donc il ne vit pas tellement pour lui, en fait. Les autres comptent plus que lui-même. Ce qui est en soi pas très réaliste, hein. Même si on peut avoir des tendances à s'occuper les uns des autres de façon plus ou moins prononcée, hein, ça dépend vraiment des personnalités. Je pense quand même qu'on est tous préoccupés par nous-mêmes, qu'on soit plus ou moins égocentrique. Donc il faut qu'on ait des préoccupations personnelles et il faut les retranscrire à des personnages. Un personnage, il faut qu'il ait au moins une préoccupation personnelle, même si c'est quelqu'un qui se dévoue entièrement aux uns et aux autres, quoi. Je peux peut-être d'ailleurs un peu vous lire ce que j'ai noté hier soir de cette analyse. Le principal défaut de la comédie romantique, je peux peut-être donner le titre, hein, franchement, vous aurez rien à perdre. Ça s'appelle L'amour presque parfait. Donc c'est une mini-série en 6 épisodes. Et donc le principal défaut de cette mini-série, c'est la faiblesse des personnages, alors que c'est la force de la deuxième série qui est Stranger Things. Donc je note à croire que les personnages sont en grande partie responsables de la réussite ou non d'un film, d'une série, d'un roman, etc. Dans la comédie romantique, ils n'ont pas été creusés, ils sont vides, d'une seule couleur, plats, ils n'ont ni passé ni avenir. Le seul objectif de la protagoniste principale est de rencontrer l'homme de sa vie. Alors oui, ça peut faire partie de ses préoccupations, on peut très bien le comprendre. Sauf qu'elle n'en a aucune autre. Alors que la meuf, quand même, elle vient de se faire renvoyer et elle a un appart à payer. Donc pour payer son appart, bon bah ça c'est vite réglé, elle trouve un coloc, un mec qui se fait passer pour un gay, hein, qui n'est pas gay, hein, c'est d'ailleurs la base de cette comédie romantique. À la limite, pourquoi pas, ça peut être assez marrant. Et lui, ça l'arrange parce qu'il est en galère d'appart. Donc là, le problème de l'appartement à payer à deux est réglé. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on tire le fil de la colocation, hein. Là, tout se passe merveilleusement bien dans leur colocation. Ils n'ont aucun problème d'entente, ni de mode de fonctionnement, comme si c'était les deux meilleurs amis du monde. Il n'y a aucun conflit, même le plus petit. Les scénaristes ne se servent même pas de ce fil narratif pour le creuser un peu, mais ne serait-ce qu'un minimum, quoi. Et puis, dernière chose, la protagoniste principale ne se préoccupe absolument pas de se retrouver un travail. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'elle fait. On la voit jamais chercher du travail et ça n'a pas l'air du tout de faire partie de ses préoccupations. Elle s'en fiche. Donc elle ne s'inquiète pas non plus sur des problèmes éventuels d'argent qui pourraient venir de ça, hein, parce qu'à la limite, elle pourrait ne pas chercher du travail. Mais bon, à un moment, comment elle gagne sa vie ? Enfin voilà, la question, elle se pose. Ah bah ça, c'est absolument pas traité, ce n'est pas le sujet de la série. Voilà, donc il y a vraiment des manques qui sont hyper voyants en fait, ce qui fait que les personnages sont vraiment creux, quoi. En plus, on lui met toutes les tares du monde à cette nana. Vraiment, la pauvre, elle a vraiment pas de chance, quoi. C'est tellement trop qu'on n'y croit pas. Et puis on reprend des clichés vus et revus 100 000 fois. La mère qui encense sa petite dernière parce qu'elle a tout réussi. Il y en a que pour elle. Et puis elle descend sa fille aînée qui est vraiment une loseuse comme pas possible. Et puis on comprend même pas pourquoi c'est une loseuse en fait. On n'y croit pas. La nana, elle est super jolie. Bon, elle est quand même un peu con, hein, en fait. Hein. Alors on peut se dire, c'est peut-être pour ça que c'est une loseuse en fait. C'est le portrait d'une conne loseuse. Mais c'est tellement trop qu'on n'a pas envie de s'attacher à elle. Alors que mon plaisir, dans Stranger Things, avec mon super accent, c'est à chaque épisode de retrouver les personnages, de voir en plus comment ils ont changé, parce qu'entre chaque épisode, ils grandissent. Et c'est très agréable de les retrouver, de voir comment ils évoluent. Chaque premier épisode de saison
Déjà, on nous présente la situation initiale. Quel est le danger qu'il va falloir affronter au cours de cette saison? D'ailleurs, l'épisode se termine par l'incident déclencheur qui va découler de ce problème. Et donc, ce qui fait que ça crée tout de suite le suspense, ce qui fait qu'on a envie d'enchaîner les épisodes. Ça, c'est plutôt bien fait là-dessus. Mais chaque début de saison, on présente chacun des personnages, où est-ce qu'ils en sont. Et ils sont quand même assez nombreux, parce qu'il y a les 4 protagonistes principaux, qui sont les 4 gamins un peu personnages principaux. Donc, ils ont chacun une situation familiale complète, des centres d'intérêt, des love interests. Enfin, je veux dire, ils sont cernés de pas mal de façons différentes. Il y a les relations qui les rattachent entre eux. Certains sont plus amis que d'autres. Ils ont chacun aussi un tempérament. Parce que pareil, dans la comédie romantique, je vois pas tellement de différence de tempérament. Ils se ressemblent tous, les personnages. Ils sont lisses, en fait, sans aspérité. Alors, ils ont quelques petits tocs et tics par-ci, par-là, histoire de les différencier un peu des uns des autres. Et puis, heureusement qu'ils ne se ressemblent pas tous physiquement. Mais franchement, on pourrait tout interchanger, ce serait pareil. Tandis que dans Stranger Things, il y a vraiment une application qui est faite pour bien différencier les personnages, notamment les 4 protagonistes principaux, qui pourraient tous se ressembler, puisque ce sont 4 garçons du même âge. Mais ce ne sont clairement pas les clones les uns des autres. Il y en a 2 qui n'arrêtent pas de se chamailler tout le temps, qui sont un peu aussi en compétition. Il y en a un, il a vécu un peu des traumatismes depuis la saison 1, donc il est un peu différent. Et puis il y a le dernier qui est le protagoniste le plus principal, qui est un peu plus creusé d'ailleurs que les autres. Donc lui, on connaît bien quand même les membres de sa famille, on connaît ses parents. Sa grande sœur joue un rôle important dans la série, puisque à chaque saison, on la retrouve. Et puis on sent des choses qui sont en train de se nouer, se jouer, qui n'ont pas été explorées encore, mais qui peuvent être explorées. On sent qu'il y a un potentiel de récit immense qui n'est pas encore exploité et qui est peut-être en devenir ou pas, mais qui est là. Malgré certaines petites incohérences, des trucs auxquels j'ai pas tellement cru dans les 2 saisons précédentes, je viens de commencer la saison 3, ça marche, ça tient la route. On pardonne ces petites invraisemblances, ces petites incohérences, parce que tout le reste marche et puis les personnages surtout tiennent la route. C'est vraiment ça l'essence du truc. Tous les entretiens que j'entends d'auteurs divers et variés, à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce qu'une bonne histoire, ils répondent tous la même chose, les personnages, les personnages, les personnages. C'est vraiment l'essence d'une histoire. Donc voilà, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la dramaturgie. Ça me donne énormément envie de revenir au scénario. Bon, aujourd'hui, c'est pas la priorité parce que pour pouvoir vivre en tant que scénariste en France, c'est quand même très compliqué. Alors déjà que je me suis lancée dans la biographie, je vais pas me rajouter une couche de difficulté. Je vais faire les choses par étapes. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'avoue que le scénario est quelque chose qui me tente toujours. Et en plus de ça, je pense que ça m'aiderait à structurer mes livres. J'ai quand même toujours un problème avec la structure. Ça, j'ai beau y travailler, c'est pas encore réglé. Mais je pense que c'est pas tant un problème de fond, c'est surtout que j'ai un problème depuis que je travaille avec du matériau autobiographique. Je m'en sortais beaucoup mieux quand je faisais que de la fiction. En fiction, c'est beaucoup plus simple de changer les pièces du puzzle de place pour qu'elles s'imbriquent mieux. Quand on travaille avec du matériau autobiographique, la réalité vient toujours interférer dans la fiction qu'on a mise en place. Parfois, je me souviens plus de ce que j'ai inventé parce que y a ce qui s'est vraiment passé. C'est pour ça que j'ai du mal à bien cerner mes personnages. Parce qu'ils sont des mixtes de la vie et de ce que j'en ai fait. Et alors, ils deviennent des fois un peu flous parce que je sais plus ce que j'en ai fait. Et qu'il y a la vraie personne dans la vraie vie qui revient sur le devant. Je pense que à l'avenir, il faut vraiment que j'arrête de me servir de ma bio comme matériau de base. Mieux vaut que je fasse une fiction et que j'ajoute des petits éléments de choses qui me sont arrivées, plutôt que l'inverse. Mais bon, cette histoire de l'essai comique, elle vient d'une très vieille envie. Comme j'ai beaucoup exploré l'amour, on va dire, je m'étais toujours dit que j'allais raconter une histoire autour des garçons et des hommes qui avaient jalonné ma vie, parce que c'est comme un parcours initiatique un peu. Et il y a tellement de choses à en dire. Donc voilà, ça part de ça. Après, j'en fais pas une autobiographie pure et dure parce que je suis pas à l'aise avec l'autobiographie. Je pense qu'il y a de ça. Parce que j'ai pas envie de blesser les gens de mon entourage, tout simplement. Je pense que s'il y avait pas ces questions d'éthique,
je me gênerais pas tellement pour faire vraiment une autobiographie pure et dure. Et puis d'un autre côté, comme j'aime vraiment travailler avec la fiction, et ben ça m'amuse aussi de fictionner tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.